tous. Tout d'abord, merci au comité d'organisation de m'avoir invité à vous parler dans cette session structurelle hors TAVI de la fermeture du foramen ovale perméable sans échographie transophagienne et on pourrait rajouter sans échographie intracardiaque aussi. Donc, je suis consultant pour la firme Abbott, ça c'est mes déclarations d'intérêt. Donc, vous savez bien que depuis 2017, ces 3 études dans le New England, on a assisté à une augmentation drastique de l'implantation des prothèses pour fermeture de foramen ovale perméable. Ça, c'est l'évolution des chiffres sur la prothèse de PFO de Abbott entre 2017 et 2021. En 2017, on a environ 1000 implantations, en 2021, 4000 implantations, et tout ceci freiné sur un fond de Covid. Donc, les implantations ont été multipliées par 4, et c'est ce que j'ai pu observer à l'échelle de notre centre sur la Timone à Marseille. Tout ça a été sous-tendu par ce consensus d'experts qui a pris une forme de préconisation et de recommandation dans les suites à l'échelle française, où il est né sorti cette indication pour les patients de moins de 60 ans avec un infarctus cérébral récent de moins de 6 mois. Après ce délai, à apprendre à décaler s'il faut faire un enregistrement prolongé si on a un doute avec une arythmie supraventriculaire, avec un FOP à risque, et ça c'est une notion importante à avoir, avec un ASIA supérieur à 10 ou 15 mm en fonction des études et un champ de droit-gauche important, et tout ceci étant la cause la plus probable de l'AVC après évaluation par un spécialiste neurovasculaire. Dans cette conférence d'experts, il en est ressorti aussi que ces FOP à risque étaient ceux qui tiraient le plus de bénéfices de la fermeture du FOP dans la prévention des récidives de l'accident vasculaire cérébral. Le FOP à risque, c'est quoi? C'est le FOP avec un gros ASIA qui bouge et un passage important de bulles en spontané ou lors de l'épreuve de Valsalva. Donc il en est ressorti que la fermeture du FOP devait se faire avec ETO ou échographie intracardiaque, mais qu'il était autorisé de le faire pour des centres expérimentaires, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais avec de l'échographie transthoracique uniquement. Et ce n'est pas une lubie marseillaise que de vouloir fermer les foramen ovales perméables sans échographie transophagienne ou intracardiaque. Dans la littérature, il y a plein de papiers qui vantent les mérites de cette procédure-là. Les avantages, c'est tout d'abord une simplicité d'organisation majeure puisqu'on s'affranchit de l'anesthésie et de l'échographiste, pas d'intubation, pas de ponction supplémentaire, gain de temps pour la programmation des procédures et la réalisation. Inconvénient, pas de visualisation précise de la mise en place de la prothèse et monoresponsabilité de la procédure puisque tout repose sur les épaules du cardiologue interventionnel. Mais cette procédure, il faut garder en tête qu'elle a un cahier des charges exigeant parce qu'on va faire une intervention cardiologique avec ses complications potentielles propres, les complications vasculaires, emboliques, embolisation de la prothèse, tamponnade, et tout ceci pour une prévention secondaire. C'est vrai que les patients, en consultation pré-intervention, me posent la question « est-ce que ça va changer quelque chose dans ma vie de tous les jours ?» Et je leur réponds « non, c'est pour éviter que vous refassiez un événement neurologique. Et pour cela, on va faire une procédure interventionnelle invasive. Et ça, c'est à prendre en compte dans la gestion du patient et de ses interrogations. » Le prérequis à la conduite d'une procédure de fermeture de FOP sans ETO ou ICE, c'est l'analyse de l'échographie transophagienne. C'est la partie la plus importante de la procédure. Premièrement, il faut s'assurer qu'il y ait uniquement un FOP, qu'il n'y ait pas d'autres shunts interatriales, que ce soit pas un septum interatrial multiperforé ou une communication interatriale. Et ensuite, il va falloir analyser de façon précise les caractéristiques du foramen ovale perméable, c'est-à-dire sa taille, la longueur du tunnel, la taille de l'anévrisme du septum interatrial, la motilité de ce dernier et la présence d'une aorte dilatée qui va influer sur le choix de la prothèse. Donc, quand on a analysé l'ETO, après, il va falloir choisir la prothèse. Donc, depuis cette démocratisation d'implantation des prothèses pour fermeture de FOP, on a une multitude de prothèses sur le marché et les commerciaux vont à la recherche. Donc, vous avez la prothèse Amplatzer qui est la plus ancienne, vous avez la prothèse Occlutech, LifeTech, PFM, Gore-Tex. Moi, personnellement, j'utilise l'Amplatzer et l'Occlutech dans mon cath-lab. Donc, ça, c'est l'analyse de l'ETO qui va nous permettre de définir le choix de la prothèse. Donc, quand on a un FOP qui montre un passage de bulle important avec un septum interatrial qui est peu mobile, et vous voyez au niveau de la fosse ovale, la membrane se soulève très peu. On va choisir une petite prothèse. Effectivement, plus la prothèse est petite, moins on va se dire qu'on va avoir de complications de type arythmie irritative ou même d'érosion. Ce n'est pas prouvé, mais ce qui semble plus logique et instinctif.
Ensuite, on va arriver sur les choix de prothèses intermédiaires. Alors là, vous me direz, le septum interatrial ne bouge pas trop, mais on a un tunnel qui est relativement long. Vous allez voir sur ce test au but, l'entrée du FOP est là et la sortie est là. Donc ça veut dire que la prothèse va devoir ramener une bonne partie du septum interatrial et donc on augmente un petit peu la taille de la prothèse. Et enfin, on va choisir une grosse prothèse quand on a affaire à ces cas-là, avec un septum interatrial qui est très flaccide, un gros asia et une porte à ce niveau-là qui a tendance à s'ouvrir de façon très importante. La procédure, bien entendu, va être conduite sous antibioprophylaxie, analgésie, sédation, un peu d'hypnovèle et une anesthésie locale. L'anticoagulation, moi j'ai mis en place ce protocole depuis 5 ans et j'ai pas eu de problème thrombotique per procédure avec un bolus d'héparine 5 minutes IVD après la labeur vasculaire ou demi-dose si sous NACO et cupulé pariné pour chargement de la prothèse et purge du système. Et bien entendu, il va falloir éviter les complications. Donc dans un premier temps, on va traverser le FOP. Donc moi je me sers de cette sonde, la MPA2, et je pense que c'est celle dont tout le monde se sert. On va descendre le long de la veine cave supérieure, racler le septum interatrial, hop, on va avoir un petit ressaut ici, et on va traverser, vous allez voir à ce niveau-là, le foramen ovale perméable pour arriver dans l'oreillette gauche. J'ai essayé de ne pas me servir de guide de type Terumo, parce qu'on peut parfois passer au travers de petits trous qui n'ont pas été vus en échographie transophagienne. Ensuite, quand il y a un anévrine du septum interatrial qui a été identifié sur le TO, c'est parfois un petit peu plus facile de le traverser en venant d'en bas, parce qu'en fait la sonde va aller s'encorbeller dans le septum interatrial et avec un mouvement de rotation de la sonde, on va pouvoir franchir ce FOP et arriver dans l'oreillette gauche. Une fois qu'on est dans l'oreillette gauche, on va aller se propulser dans une veine pulmonaire. Donc là, moi j'utilise cette technique avec une injection de entre 4 et 8 ml d'iode dans une veine pulmonaire qui va permettre d'identifier 2 choses. Premièrement, l'entrée de la veine pulmonaire dans laquelle je suis dans l'oreillette gauche et là on imagine que le septum interatrial est à ce niveau-là et c'est dans cette zone-là qu'on va débuller la gaine et qu'on va réaliser le largage du disque gauche lors de la procédure. Donc ça, c'est un autre exemple un petit peu plus flagrant où on a vraiment la connexion veine pulmonaire oreillette gauche à ce niveau-là et le septum interatrial qui nous semble ici à ce niveau-là. Donc ensuite, on met un guide stiff dans une veine pulmonaire, on a nos repères placés à côté et on va franchir le FOP avec le dilatateur et la gaine. Cela permet d'éviter que la gaine s'encorbelle dans le FOP parce qu'avec le dilatateur, on a un meilleur profil et c'est à ce niveau-là qu'on va réaliser le débulage et on va positionner notre disque gauche entre les 2 repères. On a parfaitement déployé le disque gauche à ce niveau-là. Ensuite, on va venir tracter le disque gauche au septum interatrial. On voit que le disque de la prothèse se déforme un petit peu et on sent qu'il y a une résistance lors de la traction. Et ensuite, on va venir déployer le disque droit. Donc vous voyez, là, à la fin de la procédure, vous allez avoir un bel écart entre le disque gauche et le disque droit, et donc c'est un bon signe que votre septum interatrial est inséré entre le disque gauche et le disque droit de la prothèse. On fait des manœuvres de push-tract sur la prothèse, et ces manœuvres, on ne les fait pas uniquement qu'en scopie. Moi, j'ai tendance à les faire en échographie cardiaque transthoracique. Alors, la meilleure coupe pour voir le septum interatrial, c'est une coupe qui est très peu connue des échocardiographistes adultes et même des cardiologues adultes, c'est la coupe sous-xiphoïdienne, où on a le foie, la veine cave inférieure, et on voit très bien quand on va déplacer le disque droit à ce niveau-là. Donc ça, c'est 2 coupes sous-xiphoïdiennes. Après, on fait une coupe petit axe et enfin une dernière coupe 4 cavités. Et là, on a vraiment checké que notre prothèse était bien en place. Et enfin, on va libérer la prothèse. Après, donc ça prend un petit peu de temps, voilà, et la prothèse reste bien en place et on se retire et on fait un dernier coup d'échographie cardiaque pour vérifier qu'il n'y ait pas d'épanchement avant de se retirer complètement. Après, lors des procédures que j'ai eu à faire, j'ai rencontré des difficultés sur le positionnement du guide dans une veine pulmonaire supérieure gauche et parfois j'ai été amené à me mettre dans une veine pulmonaire supérieure droite, soit directement, soit en réalisant une boucle. Là, c'était le cas d'un patient qui avait une oreillette gauche qui était dilatée. Et enfin, on peut même arriver à faire ça sur des patients un petit peu complexes. Là, c'est le cas d'un patient qui avait une tétralogie phallo opérée en situs inversus. Vous voyez les fils de sternotomie, il lui restait un FOP. Donc là, j'ai utilisé une injection un petit peu plus punchy à la pictelle dans l'oreillette gauche. Ensuite, on va monter notre gaine tranquillement et on va acheminer tranquillement notre prothèse. Ça arrive. Voilà, donc là, on va déployer le disque qui est dans l'oreillette gauche. Alors là, vous allez voir, donc j'ai tracté, mais vraisemblablement pas assez, parce que quand je vais libérer le disque droit,
On va avoir les disques qui sont très rapprochés, ça veut dire qu'on n'a pas inséré le septum interatrial, donc on recapture. Et donc cette manœuvre, c'était pour voir si j'étais encore bien dans l'oreiller de gauche, et j'ai bougé sans problème, donc j'étais bien dans l'oreiller de gauche, et on met en place le disque droit, on pousse, on tire, la prothèse est bien accrochée, et on va la libérer. Donc au niveau de l'expérience que je peux avoir sur le centre de la Timone, on a fait environ 400 procédures depuis 2017, avec un échec d'implantation sur une membrane entre un FOP et une oreillette gauche, une espèce de cœur triatriel un petit peu manqué. Pas de complications per intervention, pas de migration. J'ai eu une érosion à 6 mois post-implantation, un hématome nécessitant un drainage chirurgical. Au niveau des shunts résiduels, on s'approche des chiffres qui sont décrits dans la littérature, que ce soit pour les procédures sous ETO ou sous ETT. En ce qui concerne les arythmies supraventriculaires, l'impression que j'en ai, c'est qu'il y a un caractère très irritatif initialement au début parce qu'on met en place une prothèse dans un cœur qui n'a jamais rien demandé à personne. Et au fur et à mesure du temps, la prothèse va se fixer sur le septum interatrial, va être endothélialisée et va de moins en moins bouger. Et on va avoir les arythmies qui vont disparaître à 6 mois. Et j'ai une récidive douteuse sur d'accident vasculaire cérébral où les neurologues n'arrivent pas à se prononcer. Donc en conclusion, c'est une procédure qui donne des résultats similaires aux implantations réalisées sous anesthésie générale et avec guidage par échographie transophagène. Il faut bien entendu réaliser une courbe d'apprentissage. Les 20 premiers patients, on est un petit peu frileux de laisser la prothèse. Le taux de complication est faible et il y a une chose qui est très importante, c'est l'échographie transophagène pré-intervention. C'est sur 16 ETO, vous allez choisir la prothèse, puisqu'en plus, en fait, moi je prépare la prothèse une fois que j'ai piqué la veine fémorale et la prothèse est prête et la procédure se réalise très rapidement. Mais c'est vraiment ce qui va conditionner le choix et s'il y a des critères anatomiques particuliers qui va parfois nous demander d'incrémenter un peu la taille de la prothèse. Je vous remercie pour votre attention.